J'ai pas vraiment l'habitude de ce genre de format où je parle dans la vidéo, mais vous nous avez fait un retour positif sur la dernière. Merci beaucoup. Et aujourd'hui, j'aimerais vous parler des haches. C'est un outil qui est un petit peu impressionnant, mais je pense que tout le monde est capable de l'utiliser. Dans mes vidéos, on peut croire que je fais ça depuis très longtemps. Je tiens à préciser que je ne suis pas quelqu'un issu de la campagne. Moi, j'ai vécu en banlieue. J'ai pas eu de hache dans les mains quand j'étais tout petit. J'ai appris ça vraiment très tardivement. Et aussi, je ne suis pas quelqu'un de particulièrement sportif. L'activité physique, moi, je l'apprécie quand je ne me rends pas compte que je la fais. Donc ça, c'est un outil qui s'adresse à tout le monde. Il y a juste des règles pour ne pas perdre son énergie et pour prendre du plaisir en sécurité. Donc c'est de ça que je vais vous parler aujourd'hui. Quand on débute à la hache, pour moi, ce qui est important, c'est de comprendre l'importance du choix du poids. Quand on va avoir une hache qui est trop légère ou trop lourde, on va perdre en précision, on va perdre en maîtrise, et on va se fatiguer plus qu'autre chose. Quand on veut être efficace avec un outil, il faut s'intéresser à l'énergie cinétique. L'énergie cinétique, c'est la relation entre la masse et la vitesse. Donc quand vous allez lancer votre outil, la vitesse va être beaucoup plus importante que la masse. Donc typiquement, si je me retrouve avec un outil qui est trop lourd et que je n'arrive pas à accélérer, je vais perdre en énergie cinétique. A l'inverse, si j'ai un outil qui est trop léger, on pourrait se dire bah, c'est super, je vais pouvoir l'accélérer beaucoup. Le problème, c'est que nous, en tant qu'humains, on ne peut pas accélérer les choses indéfiniment. Donc on va se retrouver à perdre de la puissance et surtout à se forcer à accélérer et donc à perdre encore plus d'énergie pour un impact qui finalement n'est pas assez important. Alors on peut tricher un petit peu sur cette énergie cinétique en jouant sur la longueur des manches. C'est-à-dire que quand on va avoir par exemple ça, cette hache, elle fait que 700 grammes, au niveau de la tête je veux dire, je l'ai montée sur un manche qui fait 1 mètre. Le fait d'avoir mis un long manche, ça me permet d'avoir un arc beaucoup plus important, c'est-à-dire que la distance parcourue par la hache va être plus importante et l'impact va être plus important aussi. Par exemple, là, je vous prends une autre hache qui fait 1300 grammes. En comparaison, le manche est beaucoup plus court parce que ça me permet d'avoir une meilleure maîtrise. Alors ça, on peut le voir avec un exemple tout bête, hein, c'est de tendre le bras avec son outil. Si on est capable de tenir quelques secondes comme ça, pour moi, ça veut dire qu'on est capable de le maîtriser. Donc là, la sensation du poids de la tête sur moi, sur mon bras, eh ben, c'est quasiment la même chose entre l'âge de 1300 grammes et celle de 700 grammes. Plus le manche est long, plus le poids de l'outil va se faire ressentir. Pour choisir le bon poids, la bonne hache pour débuter, alors on a fait un petit quiz en 2025 qu'on a mis en ligne sur le site, dans la partie guide et conseils. Il permet de trouver le bon modèle selon son niveau. C'est-à-dire que soit on est débutant confirmé, mais on peut aussi avoir un niveau d'activité physique plus ou moins important. C'est-à-dire que des personnes vont estimer avoir pas mal de force, d'autres vont estimer ne pas avoir forcément beaucoup de force. Et suite à ça, on a aussi quelque chose qui rentre en compte, c'est que des personnes aiment travailler avec un outil qui est plutôt léger, et d'autres préfèrent un outil qui a plus d'inertie et qui va travailler plus en puissance, c'est-à-dire les gens qui vont apprécier mettre plus d'énergie dans le travail. Alors, qu'est-ce qui fait qu'une hache coupe bien? C'est pas forcément lié uniquement à l'expérience, et en tout cas cette expérience-là, on peut l'accélérer avec 3 notions de base. Pour moi, une hache qui coupe bien, ça va être une hache déjà qui travaille le bon bois. C'est-à-dire que quand on va s'attaquer à un bois qui est sec, un bois qui est, par exemple, un arbre qui est mort dans la forêt, qui a eu le temps de sécher sur pied ou qui est tombé au sol et qui n'est pas décomposé, un bois sec, il sera toujours plus difficile de travailler à la hache. En revanche, un arbre qui est vert, c'est-à-dire quand on appelle un arbre vert, c'est un arbre qui est encore vivant. Donc l'eau qui se retrouve dans le bois vert, eh ben, elle permet de lubrifier le tranchant de la hache et de lui permettre d'aller plus profondément dans les fibres. Il y a autre chose qui va jouer sur la facilité à couper certains bois par rapport à d'autres, c'est l'essence. Certaines essences sont beaucoup plus dures, par exemple le charme et le frêne sont vraiment très durs à couper. Les bois tendres et résineux vont être plus faciles à couper que les autres. Une deuxième chose à prendre en compte pour qu'une hache coupe bien, c'est l'affûtage. Donc quand je dis affûtage, pour moi, ce qui est important, c'est de différencier affûtage et aiguisage. Quand je vous parle d'affûtage, je parle vraiment de l'affûtage à la lime, qui consiste à affiner votre lame. Je ne parle pas de rendre le tranchant coupant, je parle vraiment de ce qui se passe derrière le tranchant, ici. L'affûtage, c'est lui qui va donner le profil de la lame qui va rentrer dans le bois. Si vous avez une hache qui est mal aiguisée, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas vous raser les poils avec, elle va quand même rentrer dans le bois, ça ne pose pas de problème. Si on utilise une hache qui est mal affûtée,
on va perdre énormément d'énergie et on va aussi potentiellement se blesser plus facilement. Déjà parce qu'on va forcer, donc plus on se force, plus on va avoir tendance à se blesser. Je vois souvent des haches qui sont des haches qu'on m'apporte, par exemple, de gens qui me disent « Ah, j'utilise cette hache, etc. » qui sont très convexes. Le problème, c'est que ces haches-là, dans certains angles, lorsqu'on va les utiliser, elles vont avoir tendance justement à taper non pas sur le fil tranchant, mais taper sur une partie bombée de la lame qui n'a pas été affûtée. Et là, c'est très dangereux parce qu'à ce moment-là, la hache va rebondir. Et c'est là qu'on peut se blesser et qu'on peut se faire très mal. Dernier point pour l'efficacité d'une hache, c'est le geste. Parce que pour pénétrer le bois, il y a des règles à connaître. Et une des règles, c'est comment est-ce que la hache va attaquer le bois. À 90 degrés, donc perpendiculaire aux fibres du bois qui sont comme ça, hein, ou de biais, c'est-à-dire à 45 degrés. Donc ça, on va faire une démonstration aussi. Et par rapport au geste, on va montrer aussi comment est-ce qu'on va utiliser la hache pour ne pas se fatiguer, c'est-à-dire comment est-ce qu'on va déployer le plus d'énergie possible en restant précis. Là, petite démonstration entre bois sec et bois vert. Donc là, j'ai une perche, je pense, de châtaignier, qui a une dureté similaire à une perche de sumac. Donc ça, je l'ai coupé il y a quelques temps, mais celle-ci est beaucoup plus vieille, donc lui, il n'est pas 100% frais, mais on va quand même voir la différence. On commence avec le bois sec. Je vais essayer de taper après dans un diamètre qui est similaire, mais grosso modo, on arrive à ça. Donc ça correspond à 2 doigts, on va dire. Et là, cette fois, donc là, on est à 3 doigts, quoi. Donc ça, c'est vraiment dû au fait que le bois vert, son humidité va permettre à l'outil de passer plus facilement. Il faut garder aussi en tête que dans le bois sec, la lignine, quand le bois sèche, va servir de colle. Donc c'est pour ça que le bois sec est souvent plus difficile à fendre et plus difficile à pénétrer tout simplement. Alors avant d'affûter, j'aimerais bien nettoyer un petit peu ma lame et vous montrer comment je fais. C'est pas très grave, une hache qui a un peu de rouille, elle va toujours fonctionner, c'est pas un souci. Ce qui est compliqué, c'est si la rouille commence à attaquer votre fil, bon, ça va réduire un petit peu l'efficacité de coupe. Mais là, je veux juste vous montrer comment est-ce qu'on peut nettoyer une hache qui a été attaquée. Et surtout, si vous avez envie en tout cas de garder un outil qui reste esthétique, je vous conseille de le sécher avant de le ranger. Donc là, ces temps-ci, ça a été compliqué avec toute cette pluie là. Mais passez un petit coup de chiffon, mettez un peu de baume si vous en avez, et ça fera l'affaire. Donc cette technique-là, ce qui est super, c'est que on n'a pas besoin d'industriel pour ça. Tout ce qu'il nous faut, c'est de la boue, de la terre et un bout de bois. Alors j'avais trouvé un bout de bois tout à l'heure qui était vachement bien. Il y en a un là qui peut faire l'affaire. Un peu de terre. Cette terre-là, je la mélange avec de l'eau ou de la salive, si on n'a pas de l'eau à côté. Et après, je vais juste utiliser mon outil pour venir gratter. Et en fait, dans le sable, dans la terre, il y a du sable, il y a des argiles, et ça permet d'avoir un pouvoir abrasif. Donc en fait, le bout de bois, lui, il est vraiment là pour garder la boue en contact avec la lame. Il est là aussi pour appuyer et faire en sorte que ça parte le plus vite possible, quoi. Voilà, donc ça suffit à enlever la rouille de surface. Alors on va garder la patine par contre que la rouille aura créée sur l'outil. Mais c'est pas grave du tout. Ça permet même de protéger un petit peu l'outil de la rouille pour plus tard. Donc quand je parle de la patine, c'est ces traces noires d'oxydation, hein. Là il me reste un tout petit peu de rouille là. Je vais l'enlever. Hop. Voilà, donc c'est assez rapide. Ça prend vraiment pas longtemps. Et la différence est plus agréable à regarder. Je conseille de faire ça avant l'affûtage, parce que ça permet, avant l'affûtage et l'aiguisage, parce que là on peut passer du coup près du tranchant, et si on l'abîme un petit peu, si on l'émousse un peu avec le passage de la terre, c'est pas grave du tout. De toute manière, après, on reviendra dessus. Alors, qu'est-ce que ça donne ? Bon, avant d'affûter, je vous conseille quand même si jamais vous avez fait comme moi, de faire en sorte que votre lame elle soit plus toute mouillée, parce que les limes elles aiment pas ça.
Ça va créer des petites boules de ferraille, des petites boules de copeaux qui vont coincer la lime. Donc pour affûter, ce qui est important, c'est d'avoir un outil bien maintenu. Là, le but du jeu, c'est pas de faire un cours d'affûtage, on fera ça une autre fois. Mais l'idée, c'est simplement de vous montrer le principe. Donc le but du jeu avec la lime, je le rappelle, c'est affiner la lame pour qu'elle puisse bien pénétrer dans le bois. On utilise une lime parce qu'elle enlève plus de matière que la pierre. Si on devait faire ça à la pierre, ou même à la meule manuelle ou sur châssis, ça prendrait beaucoup plus de temps. Donc juste pour vous montrer ce que donne la lime, je vais en profiter pour rattraper cette partie du tranchant qui est un petit peu abîmée aussi. La lime, je l'utilise toujours en poussant vers l'avant. C'est pas comme une pierre, on ne va pas la frotter, on va l'utiliser pour usiner le métal. Alors une lime d'affûtage, elle a des stries qui sont parallèles. Ça veut dire que ce n'est pas une lime de mécanicien qui a des stries croisées. On peut utiliser une lime de mécanicien si on n'a rien d'autre. Ça va enlever plus rapidement de la matière. Mais le principe de la lime d'affûtage, c'est qu'elle va créer moins de creux sur votre acier. Et ce sera quand même... ça offre une meilleure finition. Donc là, j'ai une lime qui est très fine, qui fait 15 cm. Malgré le fait qu'elle soit très fine, elle enlève beaucoup plus de matière qu'une pierre. La lime, elle est en acier. La hache, elle est en acier. La hache, elle a une certaine dureté et la lime aussi. Si votre hache, elle est trop dure, la lime, elle ne va rien faire dessus. Elle va juste s'user et elle sera perdue. C'est pour ça que quand on achète une hache, il faut prendre en compte la dureté. Alors sur notre site, c'est assez facile, c'est dans le descriptif. Les accessoires qu'on va recommander avec, on va toujours mettre des limes qui ont une dureté assez élevée pour les haches qu'on propose. Ça se mesure en HRC. C'est une mesure qui s'appelle, c'est la mesure Rockwell. Et ces HRC-là, il ne suffit pas d'avoir par exemple une hache qui fait 55 HRC et une lime qui va en faire 56. En fait, la lime, elle va avoir besoin d'avoir au moins 12 HRC de différence. Donc si on a une hache qui fait 55 HRC, ce qui est très élevé déjà pour une hache, il va nous falloir une lime qui fait au moins 67 HRC. Donc cette hache Rinaldi-là, elle fait entre 52 et 55 HRC. C'est un acier ressort, c'est un acier qui est plus dur que ce qu'on va trouver dans le commerce. Ça a des avantages, ça a aussi des inconvénients. Pour moi, un acier plus dur, ce n'est pas forcément un acier qui sera toujours meilleur. En tout cas, c'est un acier qui va tenir plus longtemps son tranchant, mais qui va être plus difficile à limer. Donc c'est pour ça que là, j'utilise une lime qui est déjà bien vieille. C'est une lime inox qui est fabriquée en Italie et qui reçoit en fait un traitement de surface pour augmenter sa dureté. Je trouve que c'est important de faire ce point-là parce qu'on ne peut pas attaquer une hache avec n'importe quelle lime. Alors il y a un test très simple à faire, c'est que quand vous avez une lime neuve et une hache neuve et que vous n'avez pas dans les descriptions d'alerte sur la dureté, je vous conseille de choisir une zone de votre lime qui va vous servir de zone martyre. C'est-à-dire que vous allez la tester, par exemple, juste sur le haut de la lime. Et si vous entendez et si vous sentez que ça mord, ça croque, à ce moment-là, vous pouvez utiliser la lime sur cet acier. Si à l'inverse, quand vous l'utilisez, ça glisse, faites attention parce que en fait, vous pouvez la flinguer. C'est-à-dire qu'elle va s'user directement, vous allez voir les stries qui vont s'aplatir et ce sera foutu. Vous pourrez l'utiliser pour du bois, mais en tout cas, vous ne pourrez plus l'utiliser pour un métal dur comme de l'acier. Petite astuce pour les limes, une lime, à un moment donné, elle va avoir des copeaux qui vont se mettre dans les stries et elle va être un petit peu moins efficace. Donc l'idée, c'est de retirer ces copeaux qui obstruent la lime. Alors, il y a des cartes à lime qui se vendent, nous on en vendait, sauf que je ne suis pas vraiment convaincu par l'intérêt d'une carte à lime, surtout que des fois, quand on a des stries qui sont très fins comme ça, les poils des cartes ne passent pas spécialement. Moi, ce que je trouve génial, c'est vraiment d'utiliser un petit coin en bois, un bout de bois. Alors là, j'ai un coin qui est un coin que j'utilise pour les manches de faux, mais ça peut être juste un bout de bois, une bûche que vous fendez, que vous taillez en pointe et que vous utilisez comme ça. Donc là, avec ce coin, on va juste venir suivre le sens
des stries, et vu que le bois est plus tendre que l'acier, en fait il va se former à la forme des stries, et il va venir chasser les copeaux qui sont coincés entre les stries. Ah oui, et autre chose, les ajusteurs. Donc les ajusteurs, c'est les gens qui travaillent en mécanique et qui étaient un peu les rois de l'atelier parce qu'ils avaient une précision incroyable à la lime et ils étaient capables de régler le problème sur une ligne de production grâce à l'usinage d'une pièce avec une lime. Et ces ajusteurs-là, ils m'ont toujours dit quand je les ai croisés sur des marchés que surtout la pire chose à faire à une lime, et surtout quand ce n'est pas la nôtre, c'est de mettre un coup de doigt dessus et de déposer toutes les peaux mortes dans les stries des limes. C'était apparemment une blague qui se faisait un petit peu à l'usine et je pense que beaucoup s'en souviennent. Donc quand vous êtes sur un marché et que vous voyez quelqu'un vendre des limes, essayez de résister à l'envie de passer vos doigts dessus parce que ça les flingue. Et surtout avec les vôtres, faites attention aussi à bien les entretenir. Je ne vous conseille pas de mettre de l'huile dessus, mais voilà, emballez-les de manière à ce qu'elles ne prennent pas la rouille et surtout à ce qu'elles ne s'entrechoquent pas avec d'autres limes dans les tiroirs ou ailleurs. Donc la lime, elle permet d'affûter, mais elle permet aussi de réparer. Ici, sur la hache, j'ai pris 2 pocs, donc certainement avec des morceaux de cailloux, avec des cailloux qui étaient soit dans l'écorce, soit dans la terre quand j'ai raté un coup à un moment donné. Ça peut arriver à tout le monde. Donc là, l'idée, c'est de supprimer les deux dents qui se sont créées, les 2 pocs, suite à un contact avec des cailloux, par exemple. Là, je viens juste mettre ma lime comme ça. Et supprimer ses dents. Donc je donne un petit effet à ma lime pour qu'elle garde l'arrondi du tranchant. Et pour moi, ce n'est pas nécessaire d'aller jusqu'au bout, jusqu'à la racine de cette petite dent là. L'idée c'était de vous montrer un peu le principe de la réparation à la lime. Mais la hache, elle va très bien couper même s'il y a une petite dent ici. Je trouve ça dommage de retirer 1 mm de tranchant sur l'ensemble de la lame, juste pour faire disparaître ce petit détail esthétique. Voilà. Et il partira de toute façon tout seul au fil du temps, avec l'usure de la pierre à aiguiser qu'on va utiliser juste après. Donc là, on a affiné derrière le fil tranchant, on a fait une petite réparation, et là, on va juste recréer le fil parce qu'en venant usiner à la lime ici, on a créé un plat sur le tranchant. Donc là, je vais utiliser un angle qui est beaucoup plus important que tout à l'heure, et cet angle-là, c'est ce qui va créer mon tranchant. Et c'est cet angle-là que je vais suivre après à la pierre. Donc il n'y a pas forcément besoin d'y passer beaucoup de temps. On sent tout de suite le morphile. Donc le morphile, c'est c'est une lèvre métallique qui s'est formée de l'autre côté du tranchant parce qu'on l'a forcé en fait à passer de l'autre côté avec une lime, avec la lime. Donc le morphile, on le sent avec l'ongle. L'ongle, c'est très fin, comme un cheveu. Donc on est capable de sentir la lèvre métallique qui retient l'ongle. Et à ce moment-là, ça veut dire qu'on n'a plus un plat sur le bout du tranchant, on a créé en fait un sommet, un apex. Et à ce moment-là, on sait qu'il faut retourner la hache pour travailler dans l'autre sens. Donc après l'affûtage, là on a affiné notre lame, on a formé le tranchant. Maintenant on va l'aiguiser. C'est-à-dire qu'on va venir supprimer la grossièreté de la lime par un passage avec la pierre. Donc l'aiguisage, je vous l'ai dit tout à l'heure, pour moi c'est pas le plus important. Le fait de couper du papier avec un outil, couper des poils est assez impressionnant. Mais en réalité, sur un outil qui est lancé, donc je parle d'un outil comme une hache, une houe, une serpe, sur un outil qui est lancé, c'est pas aussi important. Parce qu'en fait, si vous prenez un ciseau à bois ou une scie, c'est des outils qui sont posés contre la matière. Et eux, ils ont besoin d'avoir un tranchant parfait pour rentrer dedans.
Nous, c'est vraiment l'énergie cinétique qui va faire la plupart du travail. C'est vraiment l'affûtage qui va faire la différence. Vous pouvez avoir une hache qui coupe les poils et qui ne rentre pas dans le bois. Et vous pouvez en avoir une qui ne coupe pas les poils mais qui rentre très bien dans le bois. Donc là, c'est ce que je vais vous montrer. On va faire un aiguisage qui est parfait. Enfin, quand je dis parfait, on va voir qu'il est très tranchant. Et on va l'essayer sur du bois et après on va bousiller le tranchant et on va encore essayer sur du bois. Et vous verrez que ça rentre bien aussi. Donc là, ce que je fais, c'est simplement de faire fuir le morphile, cette petite lèvre d'acier qui passe d'un côté et de l'autre du tranchant. Et là, grosso modo, on le voit visuellement au départ, c'est-à-dire qu'on voit des copeaux qui peuvent se détacher quand le tranchant a été formé à la lime. Et après, ce qui se passe, c'est que on va se mettre à faire des passages de plus en plus courts et de plus en plus légers d'un côté et de l'autre. Donc là, pareil, c'est pas une vidéo où je vous apprends à affûter, on en fera une autre un peu plus tard. Là, le but, c'est simplement de vous montrer les bases. Là, on n'a pas un tranchant rasoir, mais on a un tranchant qui est vraiment suffisant pour couper du papier. Si vraiment on veut se couper les poils, là on pourrait le faire, mais le problème c'est que ça va aussi racler la peau. Si on veut un tranchant rasoir, il faudrait affiner avec une pierre à un grain beaucoup plus fin. Bon, donc là on a un sumac qui est à... Donc le sumac c'est un arbuste à la base, hein. C'est pas un arbre, chez nous il se plaît bien, donc il pousse très vite et ils grossissent bien. Mais quand ils deviennent un peu lourds, bah, en fait la racine elle ne suit pas, donc celui-ci il s'est affaissé. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va couper les charpentières, donc c'est les branches qui sortent du tronc principal en dessous. Et puis on va le redresser et on verra s'il reprend en forme de trogne. Donc là je vais démonter toutes ces branches avec l'occasion d'utiliser notre affûtage. Là on a une branche morte, bois sec mal coupé à la hache, mais bois sec cassant, donc on peut utiliser aussi la hache en cassant la branche comme ça. Là je vais juste reprendre un peu cette partie-là pour pas qu'elle me gêne. Au niveau de la coupe, ça peut paraître un peu dégueulasse. J'avoue que au niveau de mes frappes, j'ai pas été très précis. Il y a de l'arrachement un petit peu au niveau de l'écorce. L'avantage de la hache, elle a une coupe qui ne broie pas par rapport à la scie. Ça ne va pas déchiqueter. Donc on a souvent une reprise, une régénération qui est quand même bonne. Et une cicatrisation, même si aujourd'hui on ne parle plus de cicatrisation des arbres, qui est très bonne aussi. J'ai pas mal d'arbres ici qu'on pourra regarder après, enfin dans d'autres vidéos, qui ont été trognés à la hache. Et en fait, les détails de coupe ne se voient plus au bout de quelques années, quoi. Donc je ne sais pas si lui il va repartir en trogne.
Ce sera intéressant de refaire une vidéo plus tard. Mais déjà là, on va pouvoir montrer peut-être plus en détail l'efficacité de la hache. Ici, je vais faire une entaille avec notre tranchant qui coupe le papier. Et ici, je vais faire une entaille avec le tranchant qu'on va abîmer avec une tuile ou une pierre, de manière à ce qu'il ne coupe même pas les doigts. Et on verra si ça permettra d'illustrer que l'affûtage est très important par rapport à l'aiguisage. Ok. Donc là, en 4 coups, on a déjà atteint l'arrière du cœur. Donc ça veut dire que si on retourne plus tard la perche, dans une stratégie que je vais vous montrer pour faire du bois de chauffage avec le moins de manutention possible, ça permettra là de couper la perche sans problème. Maintenant, on va abîmer le tranchant et on va réessayer de faire une entaille avec juste un tranchant qui ne coupe même pas les doigts. Je vais les passer dessus, vous verrez. Et après, on essaye sur le bois. Ok, donc là, on va juste frotter la tuile sur le tranchant et on va faire en sorte que celui-ci n'ait plus d'apex, c'est-à-dire plus de sommet, de manière à ce qu'il ne coupe plus en fait quand on passe les doigts dessus. Et après, on va tester notre hache sur le bois. Ok. Il y a une astuce toute simple pour savoir si un outil est capable de couper ou pas. C'est que quand un outil est aiguisé, on ne doit pas pouvoir voir le fil en fait. Si vous arrivez à le voir, c'est-à-dire si vous arrivez à voir quelque chose de blanc, rectiligne sur l'ensemble de votre tranchant, la blancheur elle vient du ciel, elle vient de la lumière. Et donc si vous le voyez, ça veut dire qu'il n'y a pas d'apex. Ok. Donc pour les premiers coups de hache, on a vu que la pénétration était vraiment satisfaisante par rapport à n'importe quelle hache qu'on va sortir de vide-grenier ou de jardinerie qui ne sont pas affûtées. En revanche, on voit aussi que je n'ai pas été aussi précis que sur la coupe d'à côté. Là, on a un gros escalier. Mais je trouve que la coupe est quand même satisfaisante en 4 coups, 4-5 coups, je ne sais plus, parce qu'on atteint quand même le cœur. On est aussi plus proche de la fourche, donc ça veut dire un changement de grain au niveau du bois, donc un peu plus de densité. Le but du jeu, voilà, c'était vraiment de montrer que même si on a un tranchant qui ne coupe plus, on est capable de pénétrer le bois. Donc il ne faut pas se mettre une pression incroyable à avoir un tranchant rasoir. Le plus important, c'est d'avoir un affûtage. Et la bonne nouvelle, c'est qu'un affûtage, il tient très longtemps. Quand je dis très longtemps, c'est qu'il peut durer plus d'1 an, plus de 2 ans. Ça dépend de la manière dont on va travailler. Est-ce qu'on va prendre soin de son outil pour pas qu'il rouille? Est-ce qu'on va taper dans la terre? Est-ce qu'on va travailler des essences avec beaucoup de silice dans les fibres? Mais en tout cas, on peut travailler très longtemps avec un outil qui est affûté et qui n'est pas spécialement aiguisé rasoir. Comment est-ce qu'une hache coupe bien? On a vu qu'il y avait la relation du bois, la relation de l'affûtage, mais il y a aussi le geste. Le geste, il est assez simple, mais il est très important. Je vais vous montrer les bases pour rester en sécurité, mais aussi pour avoir le plus d'énergie possible et pour le moins dépenser d'énergie possible surtout. Déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que le bois, il est composé de fibres qui sont, je vais simplifier, mais grosso modo les unes sur les autres. Et ces fibres-là, elles ont une résistance plus ou moins importante selon l'angle d'attaque qu'on va avoir avec notre hache. Donc la plus grosse erreur des personnes qui débutent, c'est d'attaquer la hache avec un angle qui est perpendiculaire aux fibres. Donc le sens des fibres, c'est du bas, du pied, vers le sommet. D'accord? Et donc si on attaque le bois à 90 degrés comme ça, c'est à cet endroit-là que les fibres elles vont avoir le plus de résistance à la compression. Elles vont avoir le plus de résistance par rapport à notre tranchant. Et c'est là qu'on va s'épuiser et pénétrer le moins possible. Donc c'est important quand on fait un travail à la hache d'avoir un angle d'attaque qui est à 45 degrés. Okay, donc 45 degrés, c'est vraiment d'être de biais par rapport aux fibres. De cette manière-là, on va les trancher, on va les pénétrer plus facilement. Donc là, je vais faire quelques coups à 90 degrés juste pour montrer à quel point on rentre dans le bois. Et après, juste à côté, on va faire un coup en biais. Ok. Donc là,
on rentre de 2 doigts. Et là, on est rentré de 3-4 doigts, on va dire. Donc c'est quand même une grosse différence. Donc on travaille toujours avec un geste qui nous permet d'avoir un angle d'attaque à 45 degrés. Alors au début, quand on a un petit peu peur parce qu'on peut être impressionné par l'outil qui est lancé, ce qui est important, c'est de prendre une position où on ne va pas avoir de partie de son corps dans la trajectoire de l'outil. C'est-à-dire que si je viens mettre mon coup de hache ici, il faut que si jamais je me rate parce que vraiment j'ai pas l'habitude d'utiliser une hache, que la hache puisse finir sa course entre les jambes. Donc là on est d'accord que si je rate mon coup, on ne peut pas vraiment avoir de ricochet puisque à ce moment-là, le geste ne peut pas ripper. En revanche, si je rate mon coup, non pas au-dessus du tronc, mais par exemple sur le côté, si par exemple j'ai un angle d'attaque qui est beaucoup trop fermé, c'est-à-dire que je vais attaquer comme ça et que ma hache peut ripper comme ça montre l'importance de ne jamais mettre son pied du mauvais côté du tronc ou même sur le tronc. À ce moment-là, on doit vraiment faire en sorte d'être du côté opposé, d'où la hache travaille. Quand on va abattre un arbre, on n'a pas le choix d'être dans le même sens que la hache. On ne peut pas s'opposer comme quand on tronçonne au sol. Donc il y a une règle qui est importante, c'est encore une fois d'estimer la manière où la hache peut rebondir, avoir un mauvais impact et venir rater sa cible. Donc si par exemple je me mets à cet endroit-là, donc c'est-à-dire sur la face, enfin près de la face qui va recevoir l'impact, là je prends de gros risques parce que si par exemple mon entaille ne se fait pas correctement, si ma hache rip, à ce moment-là, elle va ripper et elle va venir en rebond sur ma jambe. Donc dans un milieu ouvert, on va se décaler par rapport à l'arbre. Comme ça, si on rate notre impact, le rebond va aller vers le côté gauche et pas vers notre jambe. Si on est dans un milieu fermé comme un taillis, c'est-à-dire qu'on n'a pas énormément d'espace pour ouvrir le geste, dans ce cas-là, on va se mettre face à l'endroit où l'impact va avoir lieu, de manière à avoir les jambes écartées, ce qui fait que si on rate notre coupe, la hache va avoir plus tendance à venir passer entre les jambes. Donc, quelque chose qui m'a beaucoup aidé au début, c'est de comprendre comment manier la hache. D'abord, ça s'applique à tous les autres outils qui sont lancés. L'idée, c'est de comprendre les effets de levier et les contraintes. Je vois souvent des débutants, et je crois que j'en ai fait partie, qui lèvent leur outil en mettant les mains sur le bout du manche. Et à ce moment-là, le problème, c'est que même si on y arrive, on va se fatiguer plus vite parce qu'il faut bien se rappeler que la tête de la hache est au bout du manche et que le manche, en fait, c'est comme un levier qui va rendre la masse de la hache encore plus contraignante. Alors que si on glisse la main gauche sous la tête de la hache, à ce moment-là, c'est beaucoup plus léger, plus facile à soulever. Et donc, il faut s'entraîner à faire glisser sa main sur le manche de manière à soulever l'outil et ensuite à le lancer. Il y a 2 méthodes. Il y a la méthode que je vais dire à l'américaine, c'est-à-dire avec un espèce de swing au-dessus de l'épaule. Donc on balance au-dessus de la tête, on balance sur le côté de l'épaule et on vient faire une frappe ici. C'est un geste qui est efficace, mais c'est un geste qui enlève de la précision. Si on veut être précis, il y a un autre geste qui est plus simple et moins impressionnant, c'est de relever la hache, de la mettre dans son centre de gravité. Donc en fait, quand on la met comme ça, on sent presque pas de contrainte puisque le levier du manche n'agit plus sur le bras et sur les poignets. Donc on lève la hache et à ce moment-là, on peut la lever, laisser son poids redescendre vers la cible et à ce moment-là, on va accélérer. Donc au début, on peut faire ça sans vraiment forcer, juste pour se rendre compte. On peut même faire des gestes un peu à blanc comme ça. Ça permet de décomposer le geste et puis de se rendre compte où est-ce qu'on va taper. On va voir si on est assez précis, on va voir si notre geste il est trop court et il va avoir tendance à passer au-dessus du tronc. Et une fois qu'on est un peu plus sûr de nous, on peut commencer à accélérer un petit peu le geste. Donc c'est-à-dire que avec un outil lancé, on utilise la gravité. C'est-à-dire que la terre, le sol, elle attire l'outil vers le bas. Nous, ce qu'on fait, notre travail, c'est simplement laisser tomber l'outil et le guider vers le sol. Et quand on veut être de plus en plus efficace, on le guide et on l'accélère. Et quand on fait ça,
pour résumer au début, prenez votre temps, prenez le temps de trouver votre précision. En fait, c'est un peu comme quand on a un outil de mesure et qu'on se met à le calibrer. En fait, vous allez calibrer votre corps avec l'outil. Les deux vont s'adapter et vous allez devenir de plus en plus efficace. Commencez doucement et petit à petit, tapez de plus en plus fort, mais ne tapez pas au point où vous en coupez le souffle. Alors en parlant du souffle, c'est très important aussi. Là, je ne l'applique pas parce que je parle beaucoup, mais on inspire quand on lève l'outil et on va expirer quand on va taper. Quand on expire en tapant, eh bien, déjà, ça emmène le geste, ça emmène le mouvement parce qu'on va vider les poumons. C'est plus facile de se baisser et ça va nous permettre de concentrer plus d'énergie. En plus de ça, ça fait que le travail est vraiment pas méditatif, mais ce que je veux dire, c'est que ça permet de vider la tête, ça permet de passer un bon moment, quoi. Restez toujours synchronisé avec votre respiration. C'est très important. Si vous allez plus vite que votre respiration, vous allez vous crisper, vous allez faire des erreurs, vous allez vous énerver. Prenez le temps de respirer et de travailler. Autre règle de sécurité, quand on va ébrancher, on se met toujours du côté opposé de la branche. Donc là, par exemple, j'ai une branche qui va de ce côté-là. Je ne vais pas me mettre de ce côté-là pour venir la couper. Un autre point important, donc on sait qu'on va se mettre de ce côté-là pour venir la couper. L'autre point important, c'est que je viens ébrancher en partant toujours du côté souche vers le côté sommet. Si je viens ici, en fait ma hache, elle va rentrer dans les fibres du bois, elle va aller en direction du tronc. Elle ne va pas couper correctement. Alors que là, en un seul coup, je vais pouvoir ébrancher sans problème. Donc dans l'idée, quand on ébranche, on fait toutes les branches d'un côté et puis ensuite de l'autre. Quand on prend de l'expérience, on peut faire quelques exceptions au niveau de la position, mais vraiment je vous conseille de ne pas prendre de risques, sachant que les parties du corps qui sont les plus à risque sont les pieds et les tibias. J'ai de la chance, il ne m'est jamais rien arrivé. Mais par contre, si vous, ça vous rassure de mettre un bouclier devant vos pieds et devant vos tibias, c'est-à-dire une demi-palette ou une planche, que sais-je, ça peut vous aider à prendre la confiance au début en tout cas. Alors souvent dans les commentaires, des personnes me disent mais au moins des EPI. Alors pour parler de ça, éventuellement les EPI qui seraient super, ce serait des espèces de surchaussures et de protège tibia avec de la côte de maille, mais ça n'existe pas encore. On va essayer d'en faire produire. Mais pour le reste, les gants, les protections auditives, les protections oculaires, c'est pas forcément utile parce que déjà auditif, il n'y a pas de problème. Le travail à la hache, ce qui est très intéressant, c'est qu'on entend en fait ce qu'on fait. On entend les fibres, on entend quand la branche craque, quand le tronc commence à partir, donc c'est vraiment sécurisant. Et au niveau des yeux, ça peut être dangereux quand on fend du bois éventuellement, mais quand on est en train de tronçonner ou d'abattre, les projections se font du côté opposé. Donc vraiment pour moi c'est pas nécessaire. Surtout que parfois les équipements de protection non nécessaires, ils ont tendance à nous rendre inconfortables et à peut-être rendre notre geste plus dangereux. Et là je veux vraiment parler des gants. Les gants, c'est pas quelque chose de nécessaire, c'est pas quelque chose qui est très important. Ça va vous éviter d'avoir des ampoules, mais les ampoules c'est vraiment quelque chose d'essentiel pour vos mains. Si vous avez des gants, le problème c'est que vous avez plus de risques de manches qui glissent, c'est-à-dire que vous pouvez perdre votre hache dans la lancée. Si vous travaillez avec des gens autour de vous, ça peut être grave. Et surtout, vous avez beaucoup moins de préhension, même si vous avez ces fameux gants spéciaux grip. Moi, je trouve qu'on perd de la sensation et on perd justement de la précision avec l'outil. Donc voilà, si je peux vous donner un conseil, ayez mal aux mains au début, c'est normal. Au début, ça va peut-être faire mal à certains et à d'autres pas du tout. Mais au final, c'est un investissement. Donc j'aimerais parler quand même des inconvénients de la hache, parce que je trouve pas ça juste de forcément dire la hache c'est super, etc. Il faut aussi parler des contextes pour lesquels je ne vais pas forcément la proposer. Pour moi, la hache, déjà sur le bois sec, à part si c'est des petites sections de moins de 10 cm, c'est pas fun. C'est-à-dire que ça rentre pas très bien. Sur des sections de moins de 10 cm, c'est facile parce que de toute manière, le bois se casse.
Mais au-delà de ça, je vous conseille plutôt d'attaquer à la scie. L'abattage de bois sec, c'est pas un souci, ça se fait bien. Par contre, le tronçonnage, puisque le bois est déjà sec, donc plus léger, bah écoutez, on le prend, on le met sur un petit banc de scie, on le découpe, on le tronçonne et ça ira bien. Et puis là où je déconseille la hache aussi, c'est de travailler sur des sections trop importantes. Pour moi, travailler à la hache sur des sections de plus de 20-30 cm, sur du tronçonnage, eh ben, on va avoir tendance à faire pas mal de gâchis. Donc si vous voulez faire du bois de chauffage avec une hache, pensez à ce que faisaient les anciens. Les anciens, ils cultivaient des trognes dans les haies et ils cultivaient aussi des cépées, c'est-à-dire qu'ils régénéraient les arbres sans tuer la souche. Donc ça permettait de produire du bois et ça permettait d'utiliser des outils manuels comme la hache et la serpe sur du bois vert et qui est plus facile à couper. Si on s'attaque, comme on fait aujourd'hui pour du bois de chauffage, à des arbres qui ont plus de 50 ans ou 100 ans, eh ben, on va faire des gros copeaux, on va se fatiguer pour rien, ça n'a pas de sens. Pour moi, les arbres qui sont âgés, c'est des arbres qui doivent être valorisés autrement. Soit c'est des arbres qui doivent être partis, soit c'est des arbres qui doivent partir en charpente, voilà, faire soit des maisons ou des bateaux, peu importe. Soit même s'il n'y a pas énormément de grands arbres dans le coin, les laisser, c'est-à-dire garder des arbres vétérans qui vont être des arbres qui certes vont mourir un jour, mais qui vont permettre aussi à la biodiversité de s'installer. Et, et je pense par exemple à tous les animaux cavernicoles donc, qui aiment se mettre dans les trous, tous les insectes qui vivent dans les troncs et dans les grosses écorces. Donc voilà. Je pense que l'avenir, c'est vraiment les haies, les buissons, les trognes, les cépées, faire des clôtures qui ne sont pas que des clôtures avec du fil de fer, mais plutôt, pardon, pas des clôtures avec du fil de fer, mais des clôtures en haie vive, c'est-à-dire, on en parlera peut-être un jour, mais des clôtures où on va utiliser des bois vivants pour fermer un espace. Voilà, donc c'est dans tous ces contextes-là où là, je vais travailler sur des sections qui sont de moins de 20 cm. C'est idéal, c'est parfait. Mais n'essayez pas de reproduire ce qu'on fait avec des outils modernes. Les avantages de la hache, ben, pour moi, c'est que déjà on travaille en silence, on est capable de se concentrer sur ce qu'on fait, ça permet de se vider la tête. Ça permet aussi d'avoir une activité physique. Pour les gens comme moi qui n'aiment pas le sport, qui n'aiment pas savoir qu'ils sont en train de faire une activité physique, c'est vraiment idéal parce que ça crée une espèce de sensation de confiance en soi. On arrive à faire quelque chose, ça libère des toxines, je sais que ça libère certaines hormones aussi comme la testostérone. Bref, c'est vraiment une manière d'utiliser son corps qui est utile, qui a un sens. Voilà. On n'est pas en train de courir sur un tapis roulant, on n'est pas en train de faire des choses qui ne produisent rien au final. Même si voilà, je ne suis pas contre les sportifs, hein, c'est juste pour dire que je trouve ça intéressant d'avoir une activité qui produit quelque chose d'utile. Un autre point important, c'est que la hache, c'est un outil qui démarre tous les jours. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de panne, il n'y a pas de problème, même s'il y a une crise politique majeure, même s'il n'y a plus de pétrole, même si... peu importe. C'est un outil qui ne laisse jamais tomber, qu'on peut facilement emporter partout. Et souvent maintenant on parle de robustesse. Avant, le mot à la mode c'était la résilience. Et la robustesse, c'est le sens que plus on va vers des choses simples, plus on est robuste, plus on est capable de faire face à l'adversité. Alors que si on est dans un monde instable comme le nôtre, et qu'on va avoir des outils qui sont complexes, c'est-à-dire qui vont nécessiter des pièces qui viennent de l'autre bout du monde, qui vont nécessiter des énergies fossiles, des EPI importants, enfin bref. Cette complexité-là, en fait, elle donne plein de raisons à ne plus pouvoir travailler correctement à un moment donné. Ce que j'aime avec la hache, c'est que c'est un outil qui est aussi très polyvalent. C'est-à-dire qu'on peut abattre un arbre, on peut les brancher, on peut le tronçonner, on peut le fendre, on peut écorcer. Dans la charpente, on peut équarrir des poutres, c'est-à-dire qu'on peut partir de l'arbre et former des bâtiments, des navires, que sais-je. On peut sculpter aussi. Cette polyvalence-là, ça nous permet d'avoir un outil qui nous permet d'avoir des stratégies différentes. Ça nous permet de nous adapter à plein de contextes différents et notamment à réduire la manutention. Donc ça, c'est une technique que je vais vous montrer juste après, sur quelle est la manière la plus efficace pour moi, enfin la plus efficiente d'ailleurs, de couper du bois en se fatiguant le moins possible. Là, on a un arbre qui a bougé avec la tempête et que je vais donc essayer de trogner, c'est-à-dire que je vais le recouper à cette hauteur-là.
Et le but du jeu, c'est de vous montrer comment est-ce qu'on va gérer ce bois-là ensuite pour faire du bois de chauffage. À la hache, on peut réduire les étapes. On n'est pas obligé de faire comme à la scie ou à la tronçonneuse. Et je trouve ça intéressant parce que ça réduit la manutention en fait. Donc le premier but du jeu, ça va être de faire en sorte que ça tombe proprement de ce côté-là pour éviter de se prendre dans le chêne. Donc je vais juste faire mes entailles et après on va tirer avec la corde pour essayer de faire tomber cette branche dans le bon sens. Ce qui m'inquiète un peu, c'est qu'elle est quand même vraiment bien penchée dans ce sens-là. On va voir ce que ça donne. Voilà, donc là je vais commencer à faire mon entaille. Alors la première entaille, vous avez vu, je l'ai fait du bas vers le haut. Si j'ai fait ça, c'est pas pour rien, c'est que si j'avais commencé dans l'autre sens, l'impact de ma hache aurait induit une fente dans le tronc. Et le problème, c'est que cette fente-là, elle aurait fait un espace où les champignons ou certains parasites auraient pu se mettre et ensuite attaquer l'arbre. Donc c'est important de commencer par le bas et ensuite on peut venir entailler par le haut. Pour moi, le but du jeu, c'est d'avoir une surface ici la plus nette possible. Okay. Là, je vais commencer à y aller doucement parce que l'arbre penche fort. Je le sens craquer. On l'entend craquer. C'est ça qui est bien avec la hache. Là, ce qu'on va faire, c'est on va traiter le bois qui est au sol. Donc, on va les brancher. Quand je dis ébrancher, ça veut dire que on a nos deux tiges là qui créent une fourche. Et ébrancher, ça veut dire d'enlever les branches qui partent sur les côtés. Alors, ce que je ne veux pas faire, et ce qu'on ne veut pas faire, c'est d'enlever toutes les branches. Parce que si on fait ça, eh ben, on va se rendre compte que notre tronc il va être capable de bouger. Quand on travaille avec un outil, que ce soit avec une scie ou avec une hache, et quand on travaille surtout avec sa propre énergie, ce qui est important, c'est que l'énergie ne soit pas dissipée. C'est-à-dire que si par exemple mon bout de bois sur lequel je tape peut bouger, parce que c'est juste un petit tronçon et qu'il n'est pas retenu, et une grande partie de ma force va être utilisée pour dissiper l'énergie à faire bouger ce tronc. Donc là, le but du jeu, c'est qu'on enlève juste de quoi être plus à l'aise pour naviguer, mais on garde des branches pour que les troncs ne puissent pas gigoter d'un côté et de l'autre. Et on va utiliser l'inertie des troncs pour travailler de manière à ce que notre impact il serve à creuser des entailles, pas à faire bouger les troncs. Là, je vais garder les branches qui restent ici parce que ça va me permettre de ne pas bouger. Il y a autre chose qui est important, c'est que même si votre morceau ne bouge pas trop, il a de l'élasticité. C'est-à-dire que quand on tape sur une branche, par exemple, comme celle-ci, vous voyez qu'elle est très légère et donc elle est capable de faire un effet de ressort. Elle va être capable de fuir. Si moi je me mets à taper ici, cette branche-là elle est assez fine, et elle va faire un ressort. Donc encore une fois, mon énergie elle va être dissipée à faire ce ressort-là. Donc je préfère couper la fourche, mettre cette branche au sol et éviter de perdre mon énergie pour rien. Voilà. On pourrait être tenté de se dire on va faire comme à la tronçonneuse, on va faire plein de petites bûches. Sauf que plein de petites bûches, ça veut dire plein de fois où on va ramasser. Et ça veut dire aussi que notre bout de bois, petit à petit, il aura de moins en moins de masse. Et quand on va taper dedans, il sera de plus en plus léger, il va de plus en plus bouger. Donc là, on fait des entailles tout du long. Et une fois qu'on aura fini nos entailles, on va couper un tronçon et on va le stocker à la verticale. Je vous expliquerai pourquoi.
Le but des entailles, c'est d'aller jusque derrière le cœur. Voilà. Et pas au-delà. Comme ça, je garde la masse. Mon bout de bois, il ne bouge pas trop. Et je finirai de couper plus tard. Là, j'ai fait mes entailles tout du long. Et là, je vais commencer à avoir des branches qui sont plus petites. Donc, je ne vais pas avoir besoin de faire des entailles complètes. Je vais juste faire des entailles d'un seul coup. C'est-à-dire que ça, je sais que là, ma hache, elle est allée à peu près jusqu'au cœur de la branche. Et que quand je viendrai plus tard finir ma coupe, j'aurai juste à mettre un coup derrière, un coup de hache ou même un coup de pied, et je pourrai casser la branche. Éventuellement, ce que je fais, c'est de mettre deux coups. Comme ça, je vois un peu mieux où est-ce que j'ai tapé. Parfois, avec le lichen, on ne voit pas. Et pour s'y retrouver plus tard, c'est compliqué. Et le fait de ne pas faire des entailles complètes, on évite de perdre du bois. Même si les champignons sont toujours ravis d'avoir un peu de copeaux. Ok. Ensuite, sur des sections plus petites, je vais les traiter autrement. Je ne vais pas les faire à la hache, je les ferai à la serpe parce qu'elles sont vraiment fines et c'est pas pratique de le faire à la hache. Je vais m'arrêter là. Je vais couper les deux branches les plus fines qui sont au bout. Donc là, petite exception, vous avez vu que j'ai branché du même côté que la branche, mais je me suis mis en position de manière à ce que mon geste ne puisse pas rebondir vers mon corps. On a concentré nos frappes dans la masse de la branche pour pas qu'elle puisse bouger et dissiper notre énergie. Mais maintenant, on va gagner de l'énergie parce qu'on ne va pas ramasser des bûches les unes après les autres. Là, on est sur un bois qui est vert, donc il y a encore beaucoup d'humidité et donc qui est lourd. Donc on n'a pas forcément envie de le brasser. Ce que je vais faire, c'est que je vais le scinder en deux parties et ensuite je vais le stocker à la verticale avec les autres perches qui sont là-bas. Et le stockage à la verticale, c'est le meilleur séchage possible. C'est pour ça que quand dans la forêt vous avez des bois qui sont tombés mais pas jusqu'au sol, c'est ceux qui sèchent le mieux. Même sur des essences qui sont très sensibles aux parasites et aux champignons, c'est là que ça sèche le mieux. Une fois qu'on aura stocké notre bois à la verticale, on va le faire sécher pendant 1 an. Même s'il pleut, même s'il n'y a pas de bâche dessus, c'est pas grave parce que de toute manière, quand il va pleuvoir, l'eau va ruisseler dessus facilement. Elle ne va pas rester, elle ne va pas stagner. Et surtout, à la verticale, les courants d'air sont beaucoup plus intéressants que si on avait fait des tas de petites bûches au sol les unes contre les autres. Là, à ce moment-là, ça n'aurait pas respiré, quoi. Il y a une chose qu'on peut faire donc, pour améliorer le séchage, c'est de mettre à la verticale. Mais ce que j'aime bien aussi, surtout quand on est en forêt, c'est de d'écorcer une bande. En fait, il faut bien se dire que l'écorce, c'est étanche. Donc l'humidité qui est dans le bois, elle ne peut pas sortir s'il y a beaucoup d'écorce. Alors l'avantage de la hache, c'est que quand on fait des entailles, eh ben, on crée des surfaces de contact entre la sève, enfin l'humidité qui est à l'intérieur du bois et l'extérieur. Mais là, ce qu'on fait, c'est que on va accélérer le séchage et dans 1 an, voire moins, vu la section, cette perche-là, elle sera prête à brûler. Donc quand je disais que j'appréciais la polyvalence de la hache, c'est ça. Hein, là, je peux couper du bois, je peux l'écorcer avec un seul outil. Voilà, pas besoin de faire une bande parfaite.
juste un contact avec l'air. Donc quand je parlais de manutention, il ne faut pas hésiter aussi à utiliser sa hache pour transporter, pour faciliter les choses, tout en ayant conscience d'où est le tranchant et de savoir est-ce qu'il peut venir vers ma chair ou pas. Pour avoir une bonne efficacité, ce qui est important dans votre geste, c'est que vos pieds soient alignés avec le sens de votre effort. C'est-à-dire que si je reste comme ça en face de mon bout de bois et que là je me fais une torsion au niveau du corps pour faire mes entailles, eh ben, je vais avoir moins de force de frappe et je vais peut-être avoir mal au dos à la fin. Si mes pieds sont alignés, même si là bon, c'est pas très agréable parce que je suis sur un terrain qui est très bossu, là je vais avoir beaucoup plus de force. Et donc je vais me tourner une entaille après l'autre. Et là ça me permet de travailler sans avoir de torsion dans le corps et avec plus de force. Donc là, vous voyez parfois une hache qui rentre trop. On peut perdre de l'énergie à l'enlever de l'entaille. Donc ça veut dire que ça, c'est un rappel pour... C'est pas nécessaire de trop forcer. Si vous êtes impressionné aussi par la hache et que vous n'aimez pas trop l'idée que la hache soit en direction de votre corps, même s'il y a un tronc entre vous et la hache, vous pouvez changer l'angle. C'est-à-dire que vous pouvez baisser vos genoux et travailler sur une entaille verticale. C'est-à-dire que là, votre tranchant il est toujours en direction du sol. Vous allez dépenser plus d'énergie parce que vous allez bouger beaucoup vos cuisses. Mais en tout cas, pour les personnes qui débutent, c'est très rassurant de faire comme ça aussi. Hop.